Donc, on continue maintenant en décrivant la stratégie centralisée pour l'exécution mutuelle distribuée. Donc, je vais vous expliquer l'algorithme tout simplement en illustrant un scénario. C'est assez simple à expliquer de cette façon-là. Donc, imaginons qu'on a 5 processus ici et qu'on a une section critique et les processus veulent donc accéder à cette section-là un à la fois. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est identifier un leader. Donc, ces cinq processus-là doivent utiliser un algorithme d'élection de leader pour choisir donc essentiellement le master qui va coordonner, qui va agir comme coordinateur centralisé pour l'algorithme. Donc ça c'est un inconvénient essentiellement de l'algorithme, c'est qu'il faut d'abord connaître un algorithme d'élection de leader et c'est ce qu'on va voir là, dans la prochaine section. Donc une fois qu'on a un leader décidé, là, le leader va commencer à coordonner pour l'accès à la section critique. Donc comment ça fonctionne? Imaginons là, que P2 veut entrer dans le CS. Donc va envoyer un message au master qui va donc envoyer une réponse. Donc le master, ce qu'il va faire, il va regarder qui est présentement dans la section critique. Présentement c'est vide, donc va pouvoir immédiatement le donner essentiellement c'est un jeton qu'on donne à P2 pour lui dire que P2 a le droit de rentrer dans le CS. Donc ça a pris un message d'envoi, un message de retour. C'est une requête-réponse. Donc là, P2 va dans la section critique, va faire ce qu'elle a besoin de faire avec la ressource. Et quand elle a besoin de relâcher donc, le jeton, on va renvoyer un message au master pour dire que c'est terminé. Et donc, le master n'a pas besoin d'envoyer de réponse ou quoi que ce soit là, pour confirmer. P2 peut c'est immédiatement là, que c'est relâché. Donc, le message d'exit, c'est juste pour dire au master là, d'enlever son nom là, de la section critique. Donc là, ici, on imagine une situation où c'est contingenté. Donc, dans l'exemple précédent, j'ai pas illustré la file d'attente, mais en réalité, le master maintient aussi une file d'attente et elle était vide là, tout le long du scénario précédent. Donc là, dans cette situation ici, donc imaginons que P2 est déjà dans la section critique, donc a déjà fait le Enter CS et donc est déjà en train d'accéder les ressources. Donc là, on imagine que PN essaie de rentrer dans la section critique, fait le Enter CS. Donc à ce moment-ci, le master vérifie qu'il y a déjà quelqu'un dans la section critique. Donc va à ce moment-là mettre PN dans la file d'attente. Okay? Donc on va imaginer ici que la file d'attente c'est de droite à gauche. Quand un autre processus P1 essaie de rentrer dans le CS, donc encore une fois, c'est toujours occupé. Donc le master va le mettre donc en arrière dans la file d'attente. Et donc là, à ce moment-là, quand P2 sort de la file d'attente, donc une fois que P2 sort, va envoyer le message exit CS au master. Donc une fois que le master reçoit le message de sortie, c'est que donc la section critique est libérée. Et donc le master peut aller donc chercher, peut aller vérifier dans la file d'attente quel est le prochain processus à contacter. Donc comme j'en avais dit, c'était de droite à gauche, donc ce serait PN. Et donc va envoyer un message à PN pour lui dire que c'est son tour de rentrer dans le système. OK? Et donc à ce moment-là, PN fait l'accès aux ressources, va éventuellement faire le exit et PN va ensuite par la suite rentrer. OK, donc c'est un algorithme là, plutôt simple, comme j'ai même pas eu besoin de pseudocode pour l'expliquer, c'est tout simplement par exemple, c'est suffisant pour celui-ci. Donc en termes d'exigences fonctionnelles, ça satisfait donc tous les caractéristiques qu'on avait besoin. Sécurité, donc le master a une vue globale des accès, donc est capable de contrôler les accès et de s'assurer qu'il y a juste une machine à la fois qui rentre dans le système. En termes de vivacité, encore une fois, le master est capable de vérifier à chaque fois si le CS est libre ou non, et dès que le CS est libre, va être capable d'accorder donc l'accès soit à la prochaine personne dans la file d'attente ou la prochaine personne qui va lui envoyer là, un message de requête. Et en termes de famine, donc
Si on suppose que la file d'attente n'a pas de priorité, donc c'est une file d'attente là, qui ne se réordonne pas, ben à ce moment-là, une fois qu'on est dans la file d'attente, on a juste besoin d'attendre son tour et éventuellement là, on va avoir l'accès. Il n'y a pas de donc il y a pas de façon de me faire repousser là, dans la file d'attente parce que c'est une file d'attente qui est first in, first out, FIFO. OK. Donc là, la troisième caractéristique fonctionnelle, c'est l'exigence d'équité ou d'ordre. Donc, est-ce que cette exigence est satisfaite? Donc, si vous vous rappelez, l'exigence d'ordre dit que si une requête happens before une autre requête, c'est-à-dire que en termes de causalité, a causé une autre requête, la requête qui est en premier devrait être traitée en premier et la deuxième requête devait être traitée en deuxième. OK? Donc là, cette exigence-là, c'est pas nécessairement clair si c'est satisfait ou non dans cette stratégie centralisée. Ça dépend comment est-ce qu'on va dater c'est-à-dire quel temps logique on va utiliser. Est-ce que l'eurodatage, c'est-à-dire est-ce que le temps logique est attribué par le maître, le master, quand il reçoit les requêtes, ou est-ce que le temps est attribué par les clients, donc au moment où ils font l'enter-CS. Donc, dépendamment du temps, cet ordre-là va être satisfait ou non. Donc, c'est un point de discussion pour vous là, de déterminer là, si vous êtes capable de comprendre dans quelle situation est-ce que c'est satisfait ou non. OK, donc les avantages de la stratégie centralisée, c'est très simple à implémenter. Donc, bon, c'est sûr que le problème, c'est que ça suppose que on a déjà un algorithme d'élection de leader. Donc, si on a déjà une librairie ou quelque chose qui peut exécuter un protocole d'élection de leader, ben là, implémenter donc les structures de données additionnelles, puis les messages additionnels pour implémenter l'exclusion mutuelle, ça devient très facile à réaliser. Mais si on doit implémenter aussi l'élection de leader, ben là, ça devient évidemment ça devient plus compliqué. En termes de désavantages, bon, c'est sûr qu'on a un point unique de défaillance, c'est-à-dire qu'on a le master ici qui peut tomber en panne. Donc, bon, c'est sûr que on avait dit là, que dans le modèle de base, on supposait qu'il n'y avait pas de panne, okay? Mais si on avait des pannes dans le système, ça serait particulièrement mauvais pour cet algorithme-là si c'est le master qui tombe en panne. Okay? Parce que si le master tombe en panne, ben là, il n'y a vraiment rien qui fonctionne. Okay? Alors que si c'est un client normal qui tombe en panne, bah, c'est possible que l'algorithme continue de fonctionner si le client qui tombait en panne n'était pas dans la section critique. Okay? Et l'autre chose, c'est évidemment le problème avec un point unique là, de défaillance, c'est aussi une question de performance, embouteillage. Donc le master qui doit faire tout le traitement et qui doit recevoir tous les messages et communiquer avec tout le monde. Okay? Donc, un autre problème, c'est le potentiel d'impasse. Donc, si on imagine qu'il y a plusieurs ressources, donc plusieurs sections critiques différentes, et que chaque section critique est gérée par un master différent, ben à ce moment-là, c'est possible d'avoir la situation d'impasse où deux processus qui sont déjà dans la section critique bloquent en s'attendant un de l'autre. Donc, une façon de résoudre le problème, c'est évidemment utiliser le même master pour gérer pour gérer plusieurs sections critiques. Donc, à ce moment-là, ce master-là peut identifier qu'il y a une situation d'impasse et briser l'impasse par soi-même. OK, en termes d'analyse de performance, donc, si vous souvenez, 3 métriques. Donc, première métrique, c'est métrique de bande passante. OK, donc combien de messages on a besoin d'échanger dans cet algorithme-là. Donc, si on regarde ici en gras, donc pour faire le enter CS, ça prend 2 messages parce que c'est une requête et une réponse. Donc, le client envoie une requête, le master envoie une réponse. En termes de exit, c'est seulement le client qui envoie un message au master. Le master n'a pas besoin de répondre au message. Donc, en termes de bande passante, c'est 3 messages nécessaires là, pour cet algorithme. On peut aussi parler de délai au client. Okay, donc, pour qu'un client rentre dans le CS, combien de temps il doit attendre? Donc, l'idée, c'est que le client, ce qui va rentrer dans le CS, doit
faire une demande, une requête au master et obtenir la confirmation du master. Donc, le temps d'attente, c'est donc un round trip time là, de messages, donc en termes de communication, de temps de latence de réseau, c'est ça qu'on a, plus évidemment le temps d'attente dans la file d'attente si nécessaire. Okay? Donc ça c'est le délai au client. Et en termes de sortie du CS, donc ici ça fonctionne bien pour cet algorithme-là, parce que quand le client désire sortir la section critique, elle a juste besoin d'envoyer le message et elle n'a pas besoin d'attendre de réponse du master, donc aucun délai au client. Là, c'est tout simplement, j'envoie mon message, puis après ça, je m'en vais. Okay? Délai de synchronisation. Donc, délai de synchronisation, c'est le temps nécessaire pour que entre donc, la sortie d'un processus et l'entrée d'un autre processus qui était déjà dans la file d'attente. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a comme délai de synchronisation? Donc, quand le processus désire sortir, il doit envoyer donc un message de relâche et le master doit envoyer un message d'accord au prochain processus, en plus de faire la lecture de la file d'attente pour identifier qui est le prochain processus. Donc, combien de messages doit être envoyé ou combien de round trip time doit être attendu à ce moment-là. Donc, ça, c'est une question pour vous de répondre. Ok, donc ça c'est tout pour la stratégie centralisée, c'est quand même assez simple. Là, on va aller parler de stratégie distribuée et l'avantage ici avec les stratégies distribuées, c'est donc de ne pas se fier sur un seul master pour tout gérer, donc pour améliorer la scalabilité de l'algorithme, pour améliorer la performance du système, pour pas avoir un embouteillage là, sur un seul processus. Okay? Donc, il y a plusieurs algorithmes possibles là, pour la stratégie distribuée. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose qu'on va regarder, c'est l'algorithme à base de cercle, okay, qui est un algorithme à base de jetons, et un algorithme sans jetons qu'on appelle le Ricart et Agrawala. Okay, donc ça, c'est les deux algorithmes qu'on va regarder, mais il y a beaucoup d'autres algorithmes qu'on peut utiliser, comme celui de Lamport, qu'on appelle l'algorithme de la boulangerie, ou l'algorithme de Maekawa, que vous pouvez, si vous voulez, le regarder par vous-même. Ok, donc on va commencer par l'algorithme en cercle, algorithme à base de jetons. Donc ici, en plus du modèle par défaut qu'on a expliqué, donc pas de panne, système asynchrone, il y a une autre supposition qu'on a ici, c'est que il y a une certaine topologie spécifique là, de réseau qu'on va utiliser, ou qui est donc une topologie en cercle ici, où chaque processus donc doit connaître son successeur, donc doit être capable de se connecter à son successeur. D'accord? Donc ici, le processus, et comme c'est en cercle, donc le dernier processus, c'est-à-dire le processus avec la plus grande identité, va se connecter donc au premier processus. Donc c'est pour ça qu'on dit que le processus PI connaît le processus PI plus 1 modulo N. Okay? Donc le modulo N, c'est pour la situation où PN doit se connecter au processus Pn. Ok, donc qu'est-ce qui va se passer dans ce processus-là? On va avoir un jeton qui va commencer qui va débuter à un emplacement par défaut. Ok, donc c'est pas très important où c'est que ça commence, mais du moment que tout le monde sait exactement qui est le processus qui détient le jeton initialement. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Donc, quand un processus a le jeton, il doit vérifier localement s'il a besoin d'accéder à la section critique ou non. Donc, si elle n'a pas besoin d'accéder à la section critique, elle va donc tout simplement circuler le jeton à son successeur. Okay? Donc ici, P2 envoie à P3. Donc là, imaginons que Pn veut entrer dans la section critique. Donc qu'est-ce qui va se passer? Ben, Pn va d'abord regarder est-ce qu'elle possède le jeton ou non. Donc présentement, non, parce que Pn regarde localement, voit qu'elle n'a pas le jeton et du point de vue de PN, elle ne sait pas exactement où est le jeton, mais elle sait que c'est pas elle qui le possède. Donc ça, c'est suffisant pour que le processus le bloque bloque dans la méthode EnterCS.
Okay? Donc nous, évidemment, de notre point de vue global, on sait exactement où est le jeton. Le jeton est présentement à P3. Mais PN, évidemment, ne sait pas que c'est à P3. Okay? Mais sait qu'elle doit attendre. Donc là, imaginons que P3 aussi ne veut pas entrer dans le CS, donc va continuer à circuler le jeton à son successeur P4, okay, etc., etc. Donc imaginons que personne d'autre va entrer dans le CS. Bien évidemment, puisque c'est un cercle, on est garanti qu'éventuellement le jeton va circuler et se retrouver dans les mains de PN. Donc PN, une fois qu'il reçoit le jeton, donc dans la méthode EnterCS, donc une chose qu'il faut comprendre, c'est que bien que je dise que c'est une méthode bloquante, okay? Donc PN doit bloquer à son entrée. Ici, on suppose que PN va pas bloquer le thread qui exécute là, pour recevoir le jeton. Okay? Donc oui, PN bloque pour entrer dans le CS, mais est quand même capable de recevoir des messages d'autres processus. Donc, est capable de recevoir le jeton, et le jeton va le débloquer. Donc, va être capable de faire l'accès aux ressources. Et une fois que PN sort du CS, va continuer à circuler le jeton au prochain processus ici, qui est P1. Donc, si on a, encore une fois, c'est un algorithme qui est quand même assez simple à comprendre. Donc, pas besoin de pseudocode ici pour l'expliquer. Et donc, si on regarde les termes en termes d'exigence fonctionnelle, l'algorithme supporte donc la sûreté. Donc, puisqu'il y a juste un jeton qui existe dans le système, ça garantit que juste une machine peut entrer dans le CS à la fois. Parce que c'est seulement la machine qui a le jeton qui peut rentrer, et il y en a juste un dans le système. En termes de vivacité, donc ça c'est garanti par le fait que la topologie est en cercle. Donc, quand quelqu'un bloque pour essayer de rentrer dans le CS, il sait qu'éventuellement il va recevoir le jeton parce que le jeton continue de circuler et ça circule juste dans un sens. Okay? Donc, par exemple, dans le sens de l'horloge. Okay? Donc, ça circule juste dans un sens. Donc, éventuellement, le processus va recevoir le jeton et va pouvoir accéder à ce moment-là. Bon, là, le problème qu'on peut avoir ici, c'est en termes d'équité, de justesse. Okay? Est-ce que l'ordre de causalité est respecté dans cet algorithme? Et la réponse, malheureusement, est non. Parce que l'ordre est vraiment basé sur la topologie du cercle. C'est-à-dire que ici, on peut imaginer que PN peut donc envoyer sa requête d'entrée très très tôt. Okay? Et mais le jeton est... mais elle ne sait pas où est le jeton. Donc, elle ne sait pas exactement combien de temps elle va attendre. Et ici, dans cette situation, donc, quand on regarde ça avec notre vue globale, si par n'importe quel processus ici, donc qui est entre P3 et PN, peut faire une demande de EnterCS, et ça se peut que leur demande d'entrée est causée par la demande d'entrée de PN. Okay? Parce que cette entrée-là est plus vieille. Donc, c'est possible que PN a donc des liens de causalité avec d'autres entrées, d'autres requêtes d'entrée de section critique pour des processus qui sont entre PN et P3, et ceux-là vont rentrer en premier parce que c'est la topologie du cercle. Donc, c'est vraiment basé là, sur l'ordre, sur essentiellement le numéro les identités de processus. Donc, il n'y a pas d'ordre d'équité, malheureusement. Par contre, il n'y a pas de famine. Okay? C'est-à-dire que dans le pire cas, qu'est-ce qui va se passer? Donc, c'est quelque chose que vous pouvez regarder. Quel est le pire cas? Donc, le pire cas, ça serait que PN veut rentrer dans le CS et c'est P1 qui possède le jeton. Donc là, il va attendre que ça doit circuler le cercle complet. Ou, c'est quoi le meilleur cas? Le meilleur cas, c'est que je demande EnterCS juste au bon moment, quand PN-1 a le jeton, il me le donne tout de suite. Okay? Donc, le pire cas, c'est pas infini, donc il n'y a pas de famine. Okay? On ne peut pas être repoussé indéfiniment. On est garanti d'avoir un tour parce que c'est un algorithme en cercle. OK, en termes de performance, donc en termes de bande passante, ça c'est le gros défaut de cet algorithme-là. Ça utilise continuellement de la bande passante. D'accord? Donc, vous voyez que peu importe, ici, si on regarde, donc,
peu importe s'il y a des processus qui veulent rentrer dans le CS ou non, le jeton doit circuler. Okay? Parce que si un processus arrête de circuler le jeton quand il n'en a pas besoin, ben là, on va avoir des problèmes de vivacité puis des problèmes là, de famine. Okay? Donc, c'est important là, que les processus continuent de circuler le jeton quand ils n'en ont pas besoin, parce que c'est possible qu'il y ait quelqu'un qui en a besoin ailleurs. Donc, je peux pas me permettre de le garder en main jusqu'à que moi-même j'en ai besoin. Okay? C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut que je sois bien élevé puis que je circule le jeton tout le temps. Et ça veut dire donc que même si personne ne veut rentrer dans le système, on a besoin de continuellement utiliser la bande passante, continuellement envoyer des messages là, dans le système. Donc ça, c'est très mauvais. En termes de délai de synchronisation, donc délai de synchronisation, c'est le temps entre donc la sortie d'un processus et l'entrée du prochain processus. D'accord? Donc, si on regarde ici, donc, imaginons là, que PN veut... donc, c'est ce que je parlais, le pire cas et le meilleur cas. Donc, imaginons que PN veut sortir du CS, ok? Et que P1 veut entrer dans le CS. Donc, le délai de synchronisation, c'est juste un message, parce que PN sort du CS, et là, immédiatement, P1 en a besoin. Donc, ça a juste pris un message, donc l'envoi du jeton de PN à P1 pour que PN soit capable de rentrer. Donc, le délai de synchronisation était de juste un message. Mais dans le pire des cas, par exemple, donc, si, par exemple, PN sort du CS, et là, l'envoie à P1, et là, une fois que c'est envoyé au P1, PN décide qu'il a besoin de réentrer dans le CS tout de suite. Okay? Mais il a déjà relâché son jeton. Là, dans ce cas-là, c'est le pire, parce qu'il a déjà envoyé son jeton, et c'est la personne qui est la plus éloignée dans le cercle, donc il va devoir attendre le N message, il va attendre que le jeton revienne au complet. Donc ici, on suppose qu'il n'y a personne d'autre qui veut accéder. C'est deux entrées consécutives là, du même processus PN dans le CS. Donc là, dans le pire des cas, le délai de synchronisation peut être de N messages. Donc, en termes de délai au client, okay, donc un client appelle la méthode EnterCS. Combien de temps ça va prendre pour rentrer dans le CS? Donc, dans le meilleur des cas, le client appelle EnterCS et possède déjà le jeton. Okay? Donc, dans ce moment-là, c'est 0 message. Immédiatement, je rentre dans le système. C'est super facile. Et dans le pire des cas, ben, j'attends N message. Okay? C'est la situation où j'ai envoyé le jeton, puis immédiatement après, j'ai besoin de rentrer dans le CS. Ben, à ce moment-là, il faut que j'attende le tour complet. Et pour sortir du CS, ben, c'est le client qui exécute la méthode exit CS a juste besoin de circuler le jeton aux prochaines personnes, mais il n'y a pas besoin d'attendre de messages, de confirmation, quoi que ce soit, déjà sorti du CS dès qu'elle envoie le jeton à la prochaine personne. Ok, donc pour l'algorithme en cercle avec le jeton, donc bon, comme j'ai dit, on suppose qu'il n'y a pas de panne de processus de communication, mais une chose qu'on peut regarder, c'est qu'est-ce qui se passerait s'il y avait des pannes dans un système comme ça. Et malheureusement, c'est pas bon. Okay? Donc, il peut y avoir beaucoup de problèmes. Donc, le premier problème qui peut se passer, c'est le jeton perdu. Okay? Donc, imaginez que un processus a le jeton et là tombe en panne, sans avoir envoyé le jeton à la prochaine personne. Donc, à ce moment-là, il n'y a plus de jeton dans le système. Le jeton a disparu avec la machine. Donc, ça brise la vivacité parce qu'à ce moment-ci, il n'y a plus de jetons en circulation, il n'y a plus rien qui peut se passer. Donc, ce qu'on a besoin, c'est une méthode pour régénérer le jeton. Mais ça, c'est pas dans l'algorithme de base. Okay? Donc là, imaginez qu'on a une méthode pour régénérer le jeton. Donc, probablement ce qui est le plus facile, c'est avoir un timeout. Donc, imaginons là, que le prédécesseur, donc à la machine qui est tombée en panne, est capable de détecter là, que la machine est tombée en panne. Donc là, pourrait peut-être recréer un jeton et l'envoyer, donc contourner la machine qui est en panne, puis l'envoyer
à la machine suivante, ok, pour pouvoir donc faire continuer à circuler le jeton. Donc ça, effectivement, ça améliorerait la vivacité de l'algorithme. Mais là, on peut avoir un autre problème qui est celui du jeton dupliqué. C'est-à-dire que, imaginons que la machine apparaît en panne, mais en réalité, elle est juste super lente. Okay? Juste pris beaucoup de temps ou à envoyer le jeton, mais parce qu'on est dans un système asynchrone, ça prend vraiment un temps fou là, pour être reçu par l'autre machine. Ben là, si on a un processus de timeout pour créer un nouveau jeton, ben à ce moment-là, on va avoir 2 jetons en circulation. Et à ce moment-là, c'est un problème. OK? Bon. Peut-être une possibilité, ce serait d'améliorer notre algorithme pour différencier entre donc un jeton perdu ou un jeton tardif, ou différencier entre le deuxième jeton et le premier jeton. Okay? Ça serait peut-être une possibilité là, pour pouvoir résoudre ce problème. Mais si on a le problème de jetons dupliqués, donc là, on brise la sécurité du système parce qu'on peut potentiellement avoir 2 machines qui vont rentrer dans le CS en même temps. Donc, c'est plus une exclusion mutuelle. Et donc, c'est ça. Donc, résoudre ces problèmes-là, ça peut utiliser donc, le concept de timeout, mais utiliser le concept de timeout, c'est jamais parfait dans un système asynchrone. D'accord? Donc, c'est impossible de trouver un bon timeout quand on a un système asynchrone qui n'a aucune garantie sur donc, les délais. Donc, à ce moment-là, c'est difficile de savoir si on est capable de créer un nouveau jeton ou pas. Là. Ok, c'est bon pour cette vidéo.